Agression rwandaise en République démocratique du Congo, l'on compte à ces jours, 60 jours depuis que Bunagana est occupé par les rebelles du M23. Malgré des appels à la cessation des hostilités, rien de concret n'a été réalisé. Détérioration de la situation sécuritaire dans la ville de Butembo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est très préoccupé. La confirmation est du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. En sport, France Football a dévoilé la liste de 30 nommés pour les Ballons d'Or 2022. Parmi ceux qui sont en course à la succession de Lionel Messi, qui est absent de la liste, 4 Africains, notamment Sadio Mané. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le journal. C'est depuis le 13 juin dernier que les rebelles du M23 se sont emparés des Bunagana, un grand centre de commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Malgré des appels à la cessation immédiate des hostilités et une feuille de route signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accusés de soutenir le M23. Jusque-là, rien de concret n'a été réalisé. Nous sommes justement en ligne avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Bonjour et bienvenue. Dites-nous, 60 jours après, Bunagana toujours occupé, comment la population vit ces instants dans la province? 2 mois exactement, depuis que la cité de Bunagana est tombée entre les mains des terroristes du M23, parce que le gouvernement a finalement qualifié ce groupe armé comme terroriste. Alors ça ne passe toujours pas entre la population civile et le M23. C'est seulement la population qui se retrouve presque devant un fait. C'est pas facile d'abandonner son milieu 2 mois durant pour se réfugier ailleurs alors qu'il y a lieu de mener ses activités. Ce qui fait que certains habitants ont été obligés de regagner la cité et presque de vivre sans le vouloir avec le rebelle du M23. Voilà la situation. Pour dire que la population en soi, elle est presque contente de pouvoir vivre avec ce terroriste du M23. Il n'y a pas que Bunagana. C'est également dans d'autres petites localités occupées par ces rebelles, notamment dans le théâtre de Ruchon. Et est-ce qu'à un moment donné, la population se lassera de ces manifestations anti-MONUSCO? Tout à fait. Hein. L'attitude anti-MONUSCO, elle est là, elle est permanente depuis plusieurs mois, depuis des années. Seulement que la population peut-être ne sait pas quelle stratégie adopter effectivement pour pouvoir voir sa volonté être accomplie, c'est-à-dire voir la MONUSCO partir. Et c'est pas seulement dans le Rutshuru, c'est le cas partout à travers les provinces de l'Est, notamment au Nord Kivu, en Ituri, au Sud Kivu et ailleurs. Mais pour l'instant, on observe parce que vous voyez par exemple à Butembo, les derniers événements qui sont développés, tout part effectivement de la présence d'un MONUSCO. Et avec les dernières manifestations qui avaient coûté la vie aux 3 casques bleus, alors depuis lors, la situation n'est jamais stable, ce qui fait que cette méfiance est toujours là. Les gens veulent voir la MONUSCO partir. Et les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent de conserver leur position, que font-elles exactement? Les forces armées, comme le rebelle du M23, chacun occupe ses positions. Donc pour dire que il n'y a pas d'action offensive, hein. Il n'y a pas d'action offensive, c'est vrai. À chaque fois que les rebelles tentent d'élargir leur espace, ils font toujours face à la réaction prompte des forces armées. En attendant, celles-ci gardent leur position et ce qui fait que la population s'inquiète. Hein, parce que franchement, sur le terrain, la population ne pouvait pas vraiment s'imaginer un seul instant que Bunagana pouvait rester entre les mains des rebelles pendant autant de jours. Mais bon, plus les jours passent, on commence à comprendre comme si la situation est devenue normale et la population est en train de pousser à attendre. Ce qui fait que la société civile a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours des manifestations, notamment une marche à pied de retour à Goma sur plusieurs kilomètres pour essayer un peu de se faire entendre la voix de la population qui veut quand même voir le gouvernement mettre les pieds sur l'accélérateur et finalement arriver à chasser définitivement les terroristes de M23 qui occupent également jusqu'ici notre territoire. Merci Martial pour toutes ces précisions.
Toujours dans les registres sécuritaires, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a, dans son compte-rendu de la 64e réunion du Conseil des ministres, annoncé que le président de la République est très préoccupé par l'actuelle situation dans la ville de Butembo. L'on rapporte au moins 5 morts dans des éléments des forces de l'ordre dans des manifestations anti-MONUSCO. De la justice et garde Sceaux a fait rapport au Conseil sur les actes attentatoires à l'ordre public, à la destruction de certains sites et biens de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, en exécution de l'instruction donnée par le président de la République pour que lumière soit rapidement faite sur cette question. Des investigations ont été menées dans les 2 provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. La procédure en cours est à la constatation des faits, en procédant notamment à l'autopsie sur les dépouilles des victimes, en plus de l'identification d'une centaine de personnes blessées durant ces manifestations. Le prélèvement des différentes douilles des balles pour l'expertise en balistique, et ce, au niveau de l'auditorat militaire supérieur du Nord Kivu et aux auditorats militaires de garnison de Beni, Butembo et Goma. Dans certains cas, notamment à Uvira, au Sud Kivu, un dossier de réquisition d'informations a été ouvert. Pour l'essentiel, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a dit au Conseil que les enquêtes sont en phase préjuridictionnelle et que tous les éléments ne sont pas fournis par le parquet vu le caractère secret de l'instruction. Quant aux poursuites, elle a mentionné que 13 Congolais ont été interpellés sur RMP 2836 KNG 2022 et placés en détention. Avant de clore son intervention, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, est revenu sur l'urgence de réhabiliter toutes les prisons et les lieux carcéraux pour éviter la situation que n'a déplorée il y a quelques jours à la prison. Et les civils blessés lors de l'attaque de la milice Zahir à Dama, dans la chefferie des Mambédi, le 5 août dernier, ont été évacués à Bunia vendredi 12 août grâce à l'hélicoptère de la MONUSCO. Avant leur évacuation, ces blessés étaient protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette région de Dama. C'est l'unité médicale d'intervention rapide des FARDC qui assure la prise en charge médicale de ces blessés. Le blessé d'attaque de la milice Zahir à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de combat avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bunia grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Les chefs bureau de la MONUSCO Bunia, présents sur le lieu, saluent l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés, qui a lui-même pris en main la situation. Et son côté, le représentant de la communauté Balé, vivant à Kinshasa, Messier Dzba Safari, exhorte les communautés itouriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des part et d'autres. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide des forces armées. IMIR, une branche des corps de santé militaire déployée en Ituri dans les cartes d'appui médical aux opérations contre le groupe armé. Cette unité médicale de forces armées mène les actions humanitaires aux victimes civiles en zone de conflit pendant cette période de l'état de siège, dont l'objectif final est de sauver des vies humaines en administrant des soins de santé de qualité. Revenons sur la journée mondiale de la jeunesse qui a été célébrée dans le monde et en République démocratique du Congo le 12 août. À l'occasion, le ministre des Tutelles a plaidé pour un dialogue permanent incluant les jeunes en faveur des idées positives et le développement de la RDC. L'une ne pouvant pas exceller sans l'autre, Yves Bunkoulou adhère parfaitement à la notion d'un dialogue entre les générations. Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges est justement le thème retenu pour la journée internationale de la jeunesse célébrée tous les 12 août. Dans son discours, le ministre national a présenté quelques réalisations censées booster les activités des jeunes et assurer leur autonomisation et participation à l'économie nationale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé pour doter le jeune de son pays un instrument
des planifications qui est le plan d'action national de la résolution 2250 en sa première génération. Ces plans d'action national s'inscrivent dans la continuité du plan stratégique de la politique nationale de la jeunesse et répond également à la volonté politique du gouvernement exprimée à travers le PNSD qui a une vision de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030 à travers sa jeunesse. Yves Bunkoulou concrétise donc l'idée de la création d'un fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, le programme d'appui et de développement de micro, petites et moyennes entreprises. Il a en outre appelé les gouverneurs de toutes les provinces à dialoguer le plus possible avec les jeunes pour pouvoir les permettre de participer au développement de la République démocratique du Congo. De la CENI, d'abord l'ouverture de l'atelier sur la planification des mécanismes non juridictionnels de résolution de conflits électoraux pour les processus 2022-2027. La cérémonie a été présidée par le président de cette institution, Denis Kadima. C'est en présence du directeur pays de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique que le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé les travaux de l'atelier des réflexions sur la planification des mécanismes non juridictionnels de résolution des conflits électoraux pour les processus 2021-2027. 40 participants prennent part à cet atelier de 2 jours et sont issus des différentes institutions, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la Commission d'intégrité et médiation électorale et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. D'après le président Denis Kadima, la compétition électorale tend à déboucher sur des tensions et des violences parfois très graves, surtout dans les sociétés caractérisées par l'intolérance politique et la polarisation politique. Ce n'est pas toujours facile à tout le monde d'accéder aux cours et tribunaux pour plusieurs raisons. D'abord, la complexité de la procédure. Il faut avoir étudié pendant beaucoup d'années pour pouvoir maîtriser cette œuvre. Il faut faire face à des coûts qui sont souvent exorbitants. Les cours ne sont pas présentes dans tous les coins du pays. Alors, recourir à la médiation non juridictionnelle offre beaucoup d'avantages à cet égard. Signalons que cet atelier poursuit comme objectif global la promotion des élections apaisées en République démocratique du Congo. Et Denis Kadima a aussi organisé une matinée électorale avec la Ligue de femmes congolaises pour les élections. C'était une occasion pour les femmes de la LIFC de présenter le plan stratégique quinquennal 2022-2027 au président de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est intervenu lors du lancement de la 4e série d'informations et de formations continues initiée par la Ligue de femmes congolaises pour les élections. Cette belle opportunité a permis aux organisatrices de procéder à la remise du plan stratégique quinquennal 2022-2027. Face à une assistance visiblement enthousiaste d'en savoir un peu plus, Denis Kadima Kazadi a levé le voile sur ce que la CENI entreprend concrètement en privilégiant la transparence à toutes les étapes du processus électoral. On veut que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels. Et la CENI elle-même est convaincue qu'il faut que le pays organise les élections avant la fin de l'année 2023. Donc nous nous mettons au travail par rapport à ça. C'est important que les gens sachent exactement ce que la CENI fait. Cela va permettre d'établir la confiance entre la CENI et la population et l'électorat congolais. Dans cet élan du rebranding, nous sommes venus avec une nouvelle vision parce que nous voulons d'une CENI de rang mondial. Ne pouvant pas aborder en une séance toutes les questions que se pose la population, le président de la centrale électorale a sollicité de la part des initiatrices de cette journée que d'autres préoccupations puissent parvenir à la Commission électorale nationale indépendante par écrit en vue de les prendre en compte. Dans la commune de Dilala, sachez que la maternité Marie-Thérèse Masuka a déjà débuté ses activités construites par le bourgmestre Deogracias Kalubunda. Ce chef d'œuvre va permettre aux femmes démunies d'accoucher dans de bonnes conditions.
La maternité Marie-Thérèse Masuka du quartier Ewabura est déjà opérationnelle. Elle a une capacité d'accueil de 20 personnes. Elle comprend en son sein une grande salle bien équipée avec 15 lits, chacun muni d'un pot et une poubelle. On y trouve également une douche, un lavabo et des toilettes. Une salle de travail pour l'accueil des femmes prêtes à accoucher, une salle de néonatologie pour la conservation des prématurés. Cette dernière comprend 5 incubateurs, 4 couveuses et d'autres matériels de la dernière technologie. Et enfin, une salle d'accouchement bien équipée également. Ces chefs-d'œuvre de la commune de Dilala a été construit dans ce quartier reculé de la ville de Kolwezi par le bourgmestre visionnaire Deogracias Kalubunda sous la supervision de Fifi Masuka pour permettre aux femmes démunies d'accoucher dans des bonnes conditions à un coût réduit comme le souhaite le président de la République. Ça, nous recevons des femmes enceintes, des femmes qui sont malades. Nous recevons aussi des femmes de parturientes, c'est-à-dire des femmes qui viennent accoucher chez nous. Faisant d'une pierre deux coups, le bourgmestre de Dilala a présenté à la presse un don de 2000 bancs, 1000 pour ce premier lot. Ce banc seront distribués par la gouverneure AI aux écoles conventionnées. La ville de Kenge, chef-lieu de la province du Congo et siège des institutions provinciales, est menacée par plusieurs érosions naissantes et celles existantes déjà, tendant à la couper. Plusieurs endroits, notamment le quartier Masikita, où plusieurs familles ont perdu leur demeure. Reportage de Frazi Kayembe. Le quartier Masikita à Kenge est le plus menacé par cette catastrophe naturelle. Pour cause, le fort pluie qui se sont abattus sur la province du Congo ces derniers mois. Conséquence, pénurie d'eau et d'électricité pénalisant sérieusement le bon déroulement des activités de la population. D'après les témoignages recueillis sur place, plusieurs familles ont perdu leurs habitations, de biens mobiliers et autres dommages. Ils insistent pour une bonne intervention du gouvernement provincial afin de trouver des solutions rapides. Si cela n'est pas fait, la saison de pluie pourrait être gravement fatale. Plusieurs experts s'accordent sur le fait qu'il est impérieux d'urbaniser la ville de Kenge, mais aussi de trouver des solutions adaptées de canalisation des eaux de la pluie. À ces jours, des dégâts s'enchaînent, la population impuissante ne s'en remet qu'à la responsabilité du gouvernement. La communauté Congo a honoré l'un de ses dignes fils en la personne de Roger Bimwala Mampouya pour sa désignation comme membre de la CENI vendredi dernier. Lors d'une cérémonie festive organisée à Kinshasa, les notables nés Congo ont profité de l'occasion pour réaffirmer leur lien de fraternité. Les ressortissants de la province du Congo central étaient vendredi 12 août 2022 à Kinshasa en réunion conviviale pour honorer et présenter leurs congénères à la communauté né Congo, Roger Bimwala Mampouya, désigné membre de la centrale électorale, suite à l'ordonnance présidentielle du 22 octobre 2021 portant investiture de membres de la CENI. Les Né Congo, soutenant la désignation de leurs frères à ces postes, ont adressé des paroles de bénédiction sous forme de rituels à ce nouveau membre de la Commission électorale nationale indépendante, voulant l'encourager dans l'exercice de ces nouvelles fonctions. De son côté, le professeur Roger Bimwala n'a pas tari des mots pour exprimer sa gratitude à l'endroit de la communauté Né Congo dont il représente à la centrale électorale pour le compte de la société civile. Si au Congo central, vous dites qu'il est manquant d'unité, ce n'est pas mon rôle à la CENI de prétendre remettre d'unité. Moi, je leur ai dit, quand il y aura élection, je m'engage à faire respecter la volonté de la population et que eux, ils devront se battre correctement, loyalement sur le terrain pour faire prévaloir les meilleurs projets et qu'ils ne croient pas un instant qu'un de leurs fils qui les représente à la plénière va commencer à changer les résultats pour faire bénéficier celui-ci ou celui-là. Signalons que cette rencontre conviviale est une initiative de la structure Kintwadi Kiaba Congo qui préconise l'unité du peuple Congo, la solidarité et surtout l'accompagnement de toutes les personnalités nées Congo élevées en dignité, des notabilités et des institutions du Congo central. Son savoir-faire et son talent, mis au service des sports en République démocratique du Congo, ont été récompensés. Il s'agit de François Kabulo Mwana Kabulo. Il a été primé par la dynamique Sylvain Mutombo, qui les considère comme un modèle pour les générations futures.
Surpris de la visite de l'équipe de la Dynamique Sylvain Mutombo qui a frappé à sa porte, François Kaboulou-Mwana Kaboulo était rempli d'émotions avant même la remise du diplôme d'excellence. Pour le coordonnateur national de la DSM, le jury a porté cette fois-ci son choix sur François Kaboulou-Mwana Kaboulo suite à son savoir-faire dans le secteur des sports en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, notre structure avait jugé bon de délibérer, vous décerner ce diplôme d'excellence et vous le méritez parce que vous avez beaucoup travaillé pour la République et nous vous promettons que nous allons continuer à vous soutenir. Donc, tout ce que vous ferez pour le développement de notre pays, nous serons toujours derrière vous pour vous soutenir et vous encourager. Le nominé n'a pas manqué des mots. Franchement, sincèrement, je vous remercie pour avoir pensé à ma modeste personne. Surtout pour le travail, comment nous le rendons et vous le suivez. C'est la preuve que nous ne travaillons pas en vain et que nous sommes toujours suivis et que le voie que nous portons, c'est pour le développement de notre pays. Notons que la Dynamique Sylvain Mutombo est une structure qui prime des patriotes congolais qui exercent dans leurs activités et surtout ceux qui servent d'exemple pour les générations futures. Sur notre continent, la République centrafricaine célèbre le 62e anniversaire de son indépendance le 13 août. À cette occasion, le président Faustin Archange Touadéra lance un appel de solidarité pour construire un État souverain et démocrate. Tous les 13 août, la République centrafricaine célèbre son indépendance. 70 ans après, le chef de l'État adopta son propre tableau comme un défenseur de la souveraineté du pays. L'occasion pour lui d'introduire les sujets de la loi fondamentale qui crée des rameaux à Bangui. D'après Archange Touadéra, le peuple veut un référendum pour une révision constitutionnelle depuis les dialogues républicains en mars dernier. Notre corpus juridique n'est pas immuable, il doit s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant nationales qu'internationales, a-t-il déclaré lors de ce message traditionnel. Pendant ces temps, la population avait levé sa voix le 6 août dernier pour dire non au troisième mandat de Faustin Touadéra, étant donné que la constitution actuelle empêche le jeune de moins de 35 ans d'être candidat à la présidentielle. Autre point de son discours, Faustin Archange Touadéra a mis en avant l'adoption de la loi sur les crypto-monnaies, une opportunité à nuit pour les pays selon lui, et la récente levée de l'embargo de l'Organisation des Nations Unies sur les armes à destination de l'armée. Faustin Archange Touadéra avait déjà été réélu fin décembre 2020 avec 53,16% de suffrages à l'issue d'un scrutin controversé. Dans le monde, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi par la justice américaine, des agents du FBI ayant perquisitionné la résidence de l'ancien président américain à Mar-a-Lago le lundi dernier ont saisi des documents top secrets en possible violation de la loi sur l'espionnage. Détail dans cet élément d'Héritier Ntamboa. Face aux attaques du camp républicain contre la perquisition menée par le FBI à Mar-a-Lago, le ministre de la Justice Merrick Garland avait annoncé jeudi lors d'une rare interview télévisée que les mandats utilisés lors de cette perquisition allaient être rendus publics. Seulement, l'affaire évolue et la question de savoir ce que Donald Trump avait emporté dans ses valises intéresse de plus en plus l'opinion. Une vingtaine de cartons contenant des documents, dont certains classifiés, des albums photos ainsi que la lettre manuscrite par laquelle Donald Trump avait accordé sa grâce présidentielle à son ancien associé Roger Stone. À cela s'ajoutent des dossiers contenant les informations du président français dont le nom n'est pas encore dévoilé. L'inventeur de la saisie a été dévoilé vendredi après la levée par la justice de la confidentialité du mandat de perquisition. De son côté, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a assuré dans un communiqué vendredi que les documents récupérés par la police avaient tous été déclassifiés. Donald Trump est visé par une enquête du département de la justice pour une possible violation de l'Espionnage Act, une section du code pénal américain qui couvre notamment la rétention non autorisée des documents liés à la sécurité nationale.
En sport, les magazines France Football a dévoilé la liste de joueurs nommés pour les Ballons d'Or 2022. Parmi ceux qui sont en course à la succession de Lionel Messi, qui est absent de la liste, 4 Africains, notamment Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Ils sont au nombre de 30 nommés à se disputer ces prestigieux trophées, récompensant le meilleur joueur du monde sur une saison. Une première dans l'histoire du Ballon d'Or, puisqu'il s'agit du premier décerné après la réforme adoptée par France Foot en mars dernier. La plus haute distinction personnelle de ce sport sera donc décernée le 17 octobre prochain. Cette récompense concerne uniquement la saison 2021-2022 et non plus sur une année civile. C'est d'ailleurs probablement ce qui exclut les sextuples Ballons d'Or Lionel Messi de la dite liste, tout comme son compère du PSG Neymar. Dans cette liste, on retrouve aussi 4 Africains dont Sadio Mané, l'actuel joueur du Bayern Munich, Mohamed Salah de Liverpool, Riyad Mahrez de City et Sébastien Haller d'Ajax, puis de Dortmund actuellement. L'international français Karim Benzema demeure le plus grand favori pour cette 66e édition, vu ses performances au Real Madrid en remportant la Liga et la Champions League la saison dernière et aussi la Super Coupe d'Europe mercredi dernier. Place au rappel des titres à présent. Agression rwandaise en République démocratique du Congo l'on compte à ces jours, 60 jours depuis que Bunagana est occupé par les rebelles du M23. Malgré des appels à la cessation des hostilités, rien de concret n'a été réalisé. Détérioration de la situation sécuritaire dans la ville de Butembo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est très préoccupé. La confirmation du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. En sport, France Football a dévoilé la liste de 30 nommés pour les Ballons d'Or 2022. Parmi ceux qui sont en course à la succession de Lionel Messi, qui est absent de la liste, 4 Africains, notamment Sadio Mané. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.